Alors pour faire ce petit voyage autour de l'eau, nous avons quatre intervenants aujourd'hui. Donc Bernard Pouillot qui commencera. Alors Bernard Pouillot est directeur de recherche à l'IRD. L'IRD est bien représenté à ce festival Sciences Frontières. Bernard est spécialiste des glaciers, des ressources en eau dans les zones tropicales. Il nous expliquera tout à l'heure pourquoi les glaciers tropicaux, donc dans les zones tropicales, sont plus intéressants ou plus parlants que les autres. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer et aussi cette diminution, cette régression des glaciers continue comme elle a été observée depuis 1932. Mais Bernard nous expliquera ça, tout ça, y compris le cycle de l'eau pour voir où le train pourrait dérailler si ça continue à ce rythme-là. Ensuite, nous irons voir avec Jean Albergel qui est à ma gauche. Alors Jean, il est directeur de recherche laboratoire IRD également sur l'étude des interactions entre les agrosystèmes et les hydrosystèmes. Donc, parce qu'effectivement, l'agriculture, il ne peut pas y avoir d'agriculture sans eau et 70% de l'eau de la planète est consommée par l'agriculture. Donc c'est assez fondamental de voir comment là aussi, quels sont les enjeux et quels sont les risques à ce niveau-là. Ensuite, nous irons voir l'eau que nous consommons, nous urbains. Avant 2020, il y aura 600 villes de plus d'1 million d'habitants dans le monde. Donc ça demande un petit peu d'organisation et de distribution et d'assainissement d'eau. Donc ça, on ira voir ça avec Jacques Stevenance. Stevenance, j'arrive pas à vous appeler correctement, pardonnez-moi. Donc Jacques Stevenance est directeur général adjoint à la Société Générale des Eaux de Marseille. Et on va donc voir comment est-ce qu'on peut gérer tout en répondant à la demande urbaine et dans le cadre d'un développement durable, comment ça se passe l'eau en ville. Et enfin avec Michel Decousse. Alors Michel, elle a vécu une expérience extraordinaire parce que Michel a fait partie de l'équipe Biosphère. Je ne sais pas si vous vous souvenez les gens qui s'étaient mis dans la bulle là il y a quelques années. Pas dans la bulle, hein. J'étais la 3 filmé, ans voilà, 3 ans dans la préparation. J'ai filmé toute la construction de la bulle et j'ai vécu avec eux. Voilà, et là, dans la bulle, une fois que c'était fermé, plus rien sortait, plus rien rentrait. Donc là, il fallait faire avec. Et si vous ne vouliez pas retrouver l'eau de la douche dans le café le matin, il fallait trouver des solutions rapides et efficaces pour recycler ça, puisqu'il fallait rester dans les situations statu quo, enfin rien ne pouvait rentrer, rien ne pouvait sortir. Voilà, alors Bernard, on va vous suivre un petit peu dans les altitudes des glaciers andins, puis peut-être un petit peu sur le cycle de l'eau pour nous raconter un petit peu où en est l'eau aujourd'hui, quoi. Très bien, bonjour. Donc, j'aurais besoin de l'image, tout de suite de l'image de l'ordinateur, s'il vous plaît. Voilà. Bien, donc je vais vous parler de ressources en eau et de changement climatique, et je vais le faire en parlant des glaciers des Andes, puisque c'est ma spécialité, et aussi parce que ce sont des glaciers qui évoluent beaucoup plus rapidement que les glaciers des zones tempérées. Et par conséquent, ce que l'on voit dans les Andes, ce que l'on voit en zone tropicale, eh bien, c'est en raccourci, c'est-à-dire à l'échelle de 10, 20, 30 ans, ce qui se passera à l'échelle de plusieurs siècles ici. Bien, et avant de parler de ressources en eau et de changement climatique, je vais resituer un petit peu ce qu'est l'eau dont on parle. Alors l'eau, c'est la vie, tout ça, mais c'est aussi la plus grande partie de la planète, et je vais vous parler du cycle de l'eau, parce que ce n'est pas une ressource qui est immobile, c'est une ressource qui vit, qui bouge, qui se renouvelle. Et il y a ce fameux cycle de l'eau c'est un concept qui est extrêmement vieux, parce que c'est un philosophe chinois qui a à peu près 3 millénaires, qui devait s'appeler M. Shu à l'époque de l'empereur jaune, qui a imaginé le cycle de l'eau en regardant la mer. Il se disait, mais il y a quand même quelque chose de bizarre, il y a beaucoup de grands fleuves, donc le Yangtze et tout ça qui vont à la mer, et le niveau de la mer ne monte pas. Donc cette eau-là, il imaginait déjà que c'était un océan fini, il faut bien qu'elle revienne, et il avait donc imaginé le cycle de l'eau. Il en avait dans le chou, pardon. Il avait fait, c'était le concept du cycle de l'eau, et c'est la première fois que l'on trouve trace de ce concept-là. Donc voilà, le toto des eaux et des glaces au niveau de la planète Terre, c'est 1400 millions de kilomètres cubes. Alors ça fait beaucoup, beaucoup d'eau. Et là-dedans, les eaux douces, c'est le petit angle rouge que vous voyez, c'est seulement 35 millions de mètres cubes. Et on va voir ces eaux douces. Ces eaux douces, on peut les éclater en 3 morceaux très inégaux. Il y a d'abord les glaces et les neiges qui représentent à peu près 24 millions de kilomètres cubes d'eau. Ça, c'est l'Antarctique. Enfin, on va le redétailler par la suite. Le bleu foncé, là. Le bleu foncé, la partie en bas à gauche. Le bleu clair, ce sont les eaux souterraines, 11 millions de kilomètres cubes. Et dans ces eaux souterraines, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y en a qu'une petite partie qui est renouvelable et qui est utilisable sans toucher aux eaux fossiles. Et puis ce trait rouge qui est au milieu de l'écran, ça c'est les eaux de surface et c'est là-dessus que l'on tape en réalité. Alors vous voyez que depuis les 1400 jusqu'ici, il y a déjà une réduction d'échelle considérable. Voilà la répartition des eaux souterraines. Bon, on voit que c'est surtout l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord. On voit pas là, on voit pas. Il faudrait repasser l'image, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Voilà. Donc on voit l'Asie, l'Afrique qui ont les plus grandes ressources d'eau souterraines, l'Amérique du Nord aussi, l'Europe, l'Amérique latine qui m'est chère sont moins bien représentées.
Ici, on a maintenant donc, le total des glaces et des neiges. Alors l'énorme rond bleu, c'est l'Antarctique. 22 millions de kilomètres cubes à lui seul, 91% des eaux douces de la planète. Le Groenland, c'est le vert. Et puis là encore, le trait rouge, c'est mon fonds de commerce à moi. C'est l'ensemble du fonds de commerce des gens qui travaillent sur les glaciers de montagne. Et là-dedans, les glaciers tropicaux, c'est une toute petite partie. Et enfin, on rappelle peut-être où sont les glaciers tropicaux, parce que bon, la cordillère des Andes, les glaciers tropicaux sont entre les deux tropiques, et comme en principe entre les deux tropiques il fait chaud, ils sont en haute altitude, c'est-à-dire à partir de 5000 mètres d'altitude à peu près. Et donc c'est cordillère des Andes, Kilimandjaro C'est essentiellement la cordillère des Andes qui à elle seule regroupe. Le Pérou par exemple regroupe 70% de tous les glaciers tropicaux. Il y a quelques glaciers qui restent autour du mont Kilimandjaro, du mont Lewis en Afrique, mais ça n'est plus que vraiment des petits glaciers témoins. Et puis il y a l'Irian Jaya, il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée où il y a encore quelques petits glaciers. À plus de 5000 mètres. À plus de 5000 mètres, toujours à plus de 5000 mètres. Et là, vous avez donc, s'il vous plaît, l'image, juste une image pour synthétiser ça, c'est le cycle de l'eau. Donc, la mer, l'évaporation, et il se trouve que sur les océans, il y a plus d'évaporation que de précipitation, donc de la vapeur d'eau qui est transportée ou sous forme vapeur ou sous forme nuage jusqu'au-dessus des continents, la condensation, chute de glace, chute de neige, des précipitations plus fortes que l'évaporation, et puis un retour à l'océan. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en moyenne, il y a 1,5 million de mètres cubes par seconde qui partent des océans pour aller au continent et qui reviennent des continents à la mer. 1,5 milliard, c'est-à-dire en gros 10 Amazones. Retenez l'ordre de grandeur. Il y a 10 Amazones par seconde qui font 10 le trafic, Amazones, 10 fois le débit de l'Amazone revient à la mer maintenant, en ce moment-là. C'est humide, hein, finalement. Oui, alors... Là où c'est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de changement climatique, mais justement le changement climatique le réchauffement en cours, si vous voulez, va affecter ce cycle de l'eau et va l'affecter probablement le rendant plus rapide. Il va probablement y avoir plus d'humidité qui sera transportée. Donc réchauffement climatique, ça ne veut pas forcément dire sécheresse. Ça peut vouloir dire beaucoup plus d'eau à certains endroits et par contre d'autres endroits plus secs. Moi, ce que nous faisons, c'est que nous nous sommes dit que pour être capable de suivre ce changement climatique, il fallait identifier des objets hydrologiques sur lesquels ils seraient rapidement visibles. Et c'est pour ça qu'on a choisi les glaciers tropicaux. Et comme on appartient à un institut de recherche qui s'appelle l'Institut de recherche pour le développement, c'est pas inutile non plus de savoir que ces glaciers tropicaux sont la réserve d'eau principale de pratiquement toutes les capitales andines. Lima, La Paz, Quito boivent de l'eau issue des glaciers, s'éclairent avec de l'électricité qui est produite par l'eau des glaciers. Ce sont ces eaux des glaciers qui irriguent les grands périmètres irrigués sur la carte. Si je pouvais avoir encore disponibilité de l'image. Voilà, ça c'est des cartes représentant les ressources en eau accessibles, et puis surtout celle-ci, les usages domestiques, pour montrer qu'il y a une énorme disparité, quoi. Vous avez des pays qui sont ici en amarante, qui consomment plus de 500 litres d'eau par jour et par habitant, puis vous en avez d'autres qui ont quelques litres. C'est toute l'Afrique sahélienne, c'est même la Bolivie ou c'est certains pays asiatiques. Voilà. Et là, ça me permet de boucler sur notre programme et sur le Pérou. Vous voyez, le Pérou, c'est une grande forêt, qui est la forêt amazonienne avec Iquitos, etc., la cordillère des Andes au milieu, et puis la côte. Et quand on dit que le Pérou a une certaine réserve en eau de tant de mètres cubes par an et par personne, c'est en moyenne sur le pays. Mais dans le cas du Pérou, 98% de la ressource en eau est sur le côté amazonien. Ce sont le Marañón, l'Oyapock, tout ça, les constituants de l'Amazone. Et par contre, sur la côte pacifique, il n'y a rien, sauf l'eau qui descend des glaciers de la cordillère des Andes, qui est provoquée par la fusion de ces glaciers. Et l'inverse de cette carte, le négatif de cette carte, ça serait de mettre où sont les gens. Les gens, ils sont sur les villes qui sont essentiellement côtières. C'est Lima, c'est Trujillo, c'est Chiclayo, etc. Donc 98% de l'eau d'un côté, mais 70% de la population de l'autre. Donc d'ores et déjà, il y a des problèmes, et ces problèmes vont certainement se développer. Et c'est ce que nous étudions donc. Nous étudions les ressources en eau et le changement climatique. Ici, je vous représente une courbe que l'on reverra certainement plusieurs fois au cours des 4 jours. Je suppose que Jean Jouzel demain la montrera également. C'est une reconstitution des températures atmosphériques depuis l'an 1000 à gauche jusqu'à maintenant. Alors vous voyez que les températures sont restées... l'an 1000 est à gauche et 2000 on est ici.
Et vous voyez que de l'an 1000 à peu près jusqu'en l'an 1900, quoi, les températures sont restées presque constantes. Bon, il y a un énorme bruit de fond, mais la tendance, c'est ça. Et depuis un peu plus d'un siècle, on augmente considérablement. Et la graphique d'après, c'est un zoom entre 1860 et 2000 pour montrer la tendance. Donc ça, c'est le changement climatique en cours. C'est quelque chose qui est certain, hein, contre lequel il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire à très court terme. C'est-à-dire que si le protocole de Kyoto est s'appliquer, si tous les gouvernements de la planète acceptaient de revenir, même pas de se stabiliser au niveau actuel, les prévisions des modèles, c'est de dire si on revenait tous à la consommation de gaz où nous étions au début du 19e siècle, en 1900, il faudrait attendre entre 50 ans et un siècle, ça dépend des modèles, pour voir une inversion de la courbe de tendance. Donc le changement climatique, pour le 21e siècle, il est sûr, quoi que l'on fasse, la température va augmenter. De combien? Ça, les modèles ne sont pas d'accord, mais ils sont tous dans le sens positif. Et actuellement, les chiffres, c'est entre plus 2 degrés, plus 6 degrés. Alors en moyenne pour le globe. Bien évidemment, il faut décliner ça après au niveau de la planète, régionalisé. Alors il y aura des endroits qui auront peut-être plus de nuages, ou peut-être qu'il pleuvra plus et qu'il fera pas forcément beaucoup plus chaud. Mais il y aura des endroits où il fera beaucoup plus chaud. Et par exemple, vous avez sur la France, sur l'Europe, il y a des cartes qui ont été publiées récemment et qui montrent comment vont se déplacer du sud vers le nord tous les écosystèmes, comment il faudra changer de cépage pour faire du champagne, ou si le champagne, il faudra le faire en Allemagne. Bon, et ça a l'air d'être des utopies, mais pas du tout. C'est à l'échelle de 20 ans, 30 ans, 50 ans au maximum. Alors, ces projections de plus 6 degrés, parce que c'est énorme, parce qu'on parle de moyenne, donc plus 6 de moyenne, c'est très très grand. Sur le cycle de l'eau, ça va avoir quoi comme conséquence? On va avoir moins de neige, plus de pluie, l'eau qui monte. Ça va probablement accélérer la machine. Déjà, au niveau climatique, ça va se passer surtout à l'équateur, puisque le moteur de la planète est là où le soleil tape à la verticale, entre les deux tropiques. Donc il va y avoir un échauffement de la machine, c'est le cas de le dire, et l'eau va s'évaporer plus, va circuler plus vite dans l'atmosphère, va retomber plus vite. Donc le cycle de l'eau sera accéléré. Donc plus de moussons, plus de pluie, plus de... Normalement, dans la zone équatoriale, certainement plus de moussons. Plus au nord et plus au sud dans les zones tempérées, c'est pas évident. Si vous voulez, il y a des choses dont on est sûr. Quand on dit que le réchauffement climatique est installé, c'est avéré. Par contre, dire à cause du changement climatique, il va y avoir une augmentation des phénomènes El Niño, ou bien pour nous, il va y avoir une augmentation des tempêtes du genre de celle du 28-29 décembre 99, ça, c'est pas sûr. On pense que ça pourrait aller dans le même sens, mais ça n'est pas avéré, ça n'est pas vérifié. De la même façon, dire qu'il y aurait une multiplication des cyclones parce qu'il y a réchauffement, c'est probable, mais ça n'est pas vérifié non plus. Donc nous, notre rôle scientifique, moi il se trouve que je travaille dans les Andes, mais d'autres travaillent ici ou ailleurs, c'est d'essayer de documenter ce changement climatique, de documenter ses conséquences. Et pour ça, notre UR, qui s'appelle Glaciers et ressources en eau, elle travaille sur les glaciers et sur les bassins versants de montagne, dans les Andes, mais aussi en Himalaya. On a les Andes, pour nous maintenant, ça commence à Colombie, mais ça va jusqu'au sud du Chili. Et on travaille aux 3 échelles de temps. D'abord sur le passé, alors avec les données instrumentées, disons depuis un siècle, on a des mesures de la température, de la pluie, des autres paramètres climatiques. On peut remonter 500 ans en arrière en regardant les journaux des grands explorateurs, s'il pleuvait à telle époque, si on pouvait traverser le détroit de Magellan vers l'an 1600 et quelques, et puis il s'est refermé après avec le petit âge de glace. Donc on arrive à se documenter tout ça. Et puis on fait d'autres choses, s'il vous plaît. Là, je voudrais une image, si c'était possible. Voilà. Puis on fait aussi, alors voilà, le recyclage glaciaire, ce qui est documenté. Par exemple, ici, vous avez un glacier qui est le glacier Arteson-Raru. Alors, c'est à peu près à 5000 mètres. Vous avez en haut à gauche, en 1932, la première photo, on voit un glacier qui arrive pratiquement dans la vallée. En haut à droite, c'est en 47. Est-ce que tout le monde voit bien ou est-ce qu'il y a trop de lumière sur la scène? Vous voyez bien? Bon, en 47, le glacier a déjà s'est sérieusement réduit. Et puis, allant tout de suite à l'année 99, en bas à droite, où on voit que le glacier a complètement remonté la barre rocheuse et remonté, et en plus, c'est beaucoup plus étroit. Et ça donne des images comme celle-ci. Là, ça représente par exemple tout ce que l'on connaît sur les glaciers péruviens. Les premières données 1932 jusqu'à maintenant, et c'est la position des fronts. Donc vous voyez que le front glaciaire a remonté
Alors les échelles, c'est 200 mètres, 400 mètres, 600 mètres, etc. Et vous voyez que de 1932 jusqu'en 1980 à peu près, il y avait une décrue qui était de l'ordre de 4, 5, 6 mètres par an. Et puis brutalement, au début des années 80, on est passé à 10 à 15 mètres de retrait par an, jusqu'à maintenant. Alors ça signe le retrait et la disparition des glaciers. Bon, pour remonter plus loin, on fait ce que font les climatologues en Antarctique ou au Groenland. Alors, on ne prétend pas faire aussi bien que le forage EPICA, que viennent de réussir les Européens à côté du pôle Sud, où ils ont foré 3,6 km de profondeur de glace et où ils vont avoir 900 000 ans de reconstruction climatique. Oui. Jusqu'à présent, ce qui avait été publié par Jean-Michel Petit, c'était 420 000 ans au forage du Dôme C. Là, le forage EPICA, c'est 3,6 km de glace, jusqu'au socle. Là, il n'y avait pas de petits lacs souterrains, donc ils sont allés vraiment jusqu'en bas. Et les résultats des premières analyses, dont parlera certainement Jean Jouzel demain, ça va être 900 000 ans. Donc 900 000 ans, c'est presque 10 cycles de glaciation. Alors nous, on est beaucoup plus modeste, mais on est à 6 000 mètres, ou même un peu plus. Et donc on reconstruit le climat passé de nos glaciers à partir des forages que l'on fait. Et depuis 1997, on a réussi un certain nombre de forages. Là, c'est le Sarama en Bolivie. Là, c'est l'Illimani en Bolivie toujours. Là, c'est le Chimborazo en Équateur. Alors, c'est 6005, 6003, 6003. Ça, c'est le Kurupuna, c'est notre petit dernier, avec l'engin qui nous sert à faire nos carottages. Alors, je précise que bon, tout ce matériel, c'est 2 tonnes d'équipement qui sont montés à dos d'homme. Et on redescend la glace toujours à dos d'homme, parce qu'il faut que la glace reste froide jusqu'en Europe pour qu'on puisse faire nos analyses. Oui, combien de temps une expédition pour un forage comme ça ? Un forage comme ça, c'est 15 jours au sommet, 15 jours à 3 semaines au sommet. Et puis après il faut ramener la glace froide. Et combien de temps pour ramener la glace ? Il faut aller relativement vite. Et surtout, il faut avoir de bons deals avec les compagnies aériennes pour pas que votre conteneur se perde quelque part. Mais on fait combien en général 2 km. Alors on évite systématiquement les États-Unis. Parce que si vous essayez de transporter la glace par les États-Unis, surtout maintenant, ça passe pas. Voilà. Et là, la dernière image, c'était le petit forage qu'on comptait faire en 2006. Voilà. Bien, et maintenant, je vous ai parlé du passé, je vous ai parlé de l'actuel. L'actuel, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On étudie, voilà, mon fonds de commerce dont je parlais tout à l'heure, c'est un glacier. Là, c'est un glacier des Andes, c'est le glacier du Huayna Potosí à côté de La Paz en Bolivie. Le sommet est à 6000 mètres. Pour un glacier, c'est 2 zones. Une zone d'accumulation où il tombe plus de neige qu'il ne disparaît de neige par sublimation ou par évaporation. Et puis, en bas, une zone d'ablation où la glace fond. Et entre les deux, le glacier fait son travail de glacier, c'est-à-dire qu'il va de haut vers le bas et il glisse lentement. Alors, sauf que maintenant, il remonte. Alors, ce qui remonte, c'est le front. Parce que vous voyez, il y a une zone d'accumulation, une zone d'ablation. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle une zone d'équilibre, c'est-à-dire la zone où on est à l'équilibre. Et le glacier, s'il accumule plus qu'il ne perd de la glace, il est plus lourd, donc il va descendre plus loin. Et le front glaciaire avance. Et on fait ce qu'on appelle des moraines, c'est-à-dire qu'il pousse des tas de cailloux. Et par exemple, partout en Europe, vous voyez les moraines petit âge de glace, qui datent de 250 à 200 ans, et qui représentent l'extrême avancée du glacier vers l'an 1750-1800. Bon. Dans les Andes, c'est pareil, il y a eu aussi un petit âge glaciaire. Et lorsque l'accumulation est plus faible, ou que l'ablation, c'est-à-dire la fonte, est plus forte en bas, l'équilibre du glacier est détruit et le glacier va remonter. C'est-à-dire, plus exactement, il va arrêter de glisser moins loin. Les vitesses d'avancement d'un glacier, dans les Andes, c'est 30 mètres par an. Donc c'est très rapide. On va voir un retrait glaciaire suffisamment rapide. Changement climatique, c'est la ligne d'équilibre qui remonte, le front glaciaire qui remonte plus vite, et on a donc ces retraits de front que vous avez vu tout à l'heure. Mais alors, alors voilà, dans les images qui suivent. Mais juste une question, l'eau qui n'est plus là, elle va où ? Eh bien voilà, l'eau qui n'est plus là, c'est l'eau qui devient intéressante pour les populations qui, elles, sont à l'aval. Alors nous, on les mesure avec des stations limnigraphiques. Et la première constatation qu'on a eue, parce qu'on a la chance au Pérou d'être tombé sur à peu près 50 ans de mesures qui avaient été faites essentiellement par des compagnies hydroélectriques qui avaient installé des barrages dès le début des années 50, et donc on avait des chroniques de débit depuis le début de ces années 50, et puis on avait par ailleurs le retrait des glaciaires, et donc on a eu l'idée de mettre ces chroniques de débit avec les chroniques de température, qui étaient des températures atmosphériques. Alors,
pas des températures atmosphériques mesurées sur place, parce que personne ne mesurait la température à 6000 mètres, mais il y a ce que l'on appelle des températures de réanalyse. Il faut savoir qu'il y a un système global au niveau de la planète d'observation des températures, les stations météo, tout ça, ce que vous voyez dans les prédictions météo, la télévision le soir. Mais il y a des modèles généraux de circulation climatique qui fonctionnent à l'échelle de toute la planète et qui font qu'on est capable de reconstituer des températures à tous les points du globe. En gros. Et donc, nous, on a reconstitué ces températures au-dessus de la cordillère blanche et on a vu qu'il y avait une excellente corrélation, une relation parfaite entre les températures depuis 50 ans et les débits. Et donc, on s'est dit, si ça s'est passé comme ça pendant 50 ans, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça par la suite, sauf que les glaciers se réduisant vont disparaître, il y en aura moins qui pourra fondre. Et donc, ça nous a permis de faire des modèles de ce genre-là, qui, pour deux bassins, l'un est à 75%, donc un bassin versant sur lequel 75% est un glacier. Et l'autre est un bassin versant sur lequel il n'y a que 45% de glacier. Et on voit l'évolution depuis 2000 jusqu'à ce que le glacier ait disparu vers 2150-2200. Alors ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, actuellement la ressource en eau augmente. Puisque le glacier est déséquilibré. Déséquilibré, ça veut dire qu'en gros, il y a 2 mètres de glacier qui fond, alors qu'il y a seulement 1 mètre de précipitation qui arrive. Donc le glacier donne 1 mètre d'équivalent en eau par an, et donc il régresse. Et donc, dans un premier temps, la ressource en eau glaciaire va être plus forte, puis après elle va plafonner, et après elle va s'écrouler. Et le problème, c'est que les paysans indiens, eux, ont bien vu qu'il y avait de plus en plus d'eau. De plus, comme les glaciers remontent, et qu'il fait plus chaud, ils ont de plus en plus de surface à cultiver. Hein. Donc ils consomment de plus en plus d'eau. Voilà, donc c'est un cercle qui n'a rien de vertueux cette fois-là. Et alors à l'aval, bien sûr, à l'aval, il y a les grands périmètres irrigués de la côte et tout ça. Et ça, c'est le film que je présenterai demain dans l'atelier donc sur le changement climatique. Et juste pour finir, parce que là, on va vous laisser reprendre votre souffle, entre le moment où il y a plus d'eau et le moment où il y a plus d'eau, c'est quoi? C'est 10, 20, 30 ans, 50 ans? Dans le cas des Andes, je dirais que pour les grands glaciers, disons d'une 5 km², entre 5000 et 6000 mètres, eux, leur ressource en eau va continuer à croître durant 30 à 50 ans. Et le glacier va disparaître en 2 siècles. Alors, quand je dis 2 siècles, c'est l'hypothèse de réchauffement moyen, c'est-à-dire, disons, 4 degrés pour le 21e siècle. Si c'est 6 degrés, ça va aller plus vite. Et si c'est 2 degrés, ça va aller moins vite. Et personne n'ose actuellement faire de prévision pour le 22e siècle, sauf pour dire qu'il risque tristement de ne pas être meilleur que le 21e. Bon, sur ce mot tout à fait optimiste, on va aller voir un petit peu ce qui se passe un peu plus bas, là où on cultive, parce qu'effectivement, on rappelait le chiffre, je crois, vous me corrigez, je me trompe peut-être, mais c'est 70% de l'eau disponible pour l'agriculture. Oui, même dans certains et en progression maintenant plus, et en progression. Bon, moi, je voulais vous ramener depuis ces grandes montagnes un peu chez nous, autour sur le pourtour méditerranéen. Pour ça, je ne sais pas si on peut envoyer. Sciences sans frontières, oui. Non, c'est Sciences Frontières. Sciences Frontières, oui, excusez-moi. Sur le fichier, peut-être. Non, j'ai mis Sciences Frontières, ça doit être. Boire. Boire, à boire. Bon, boire, vous avez compris que c'était l'eau qu'on devait boire nous-mêmes. Oui, mais voilà, sur cette belle photo de Noria sur l'Oronte, à Hama, en Syrie, on revient sur la Méditerranée. Donc l'eau pour boire, c'est celle qu'on boit nous, celle que boivent aussi les animaux, l'eau que doit boire la terre pour produire, mais aussi l'eau douce qui doit aller à la mer. Parce que dans notre Méditerranée, on a vu tout à l'heure que pour avoir des poissons, il fallait avoir des minéraux, que ces minéraux dans l'Atlantique revenaient du fond de l'océan avec les upwelling. En Méditerranée, les zones poissonneuses, c'était les zones à l'exutoire des grands fleuves, donc près des grands estuaires, où les minéraux venaient du continent. Et maintenant, en retenant cette eau pour des projets agricoles, on ne donne plus à boire à la mer et on ne donne plus non plus à manger aux poissons. Donc voilà. Alors, dans la civilisation méditerranéenne a été accompagnée ou a accompagné la maîtrise de l'eau et de la petite citerne, instrument de survie familiale dans les zones arides, que l'on peut voir sur la première photo. C'est une citerne romaine, donc une citerne romaine, jusqu'au grand barrage, celui d'Assouan. La maîtrise de l'eau, la politique de son stockage a toujours été une grande préoccupation
pour tous les États du bassin méditerranéen. Alors on va regarder sur l'image suivante un petit peu le contexte de la Méditerranée. Donc vous voyez différents... On pourrait juste avoir l'écran, s'il vous plaît. Oui, on peut voir l'image. S'il vous plaît, l'image. Voilà. Merci. Donc le climat autour de notre bassin méditerranéen, on voit qu'on a un peu tout genre de climat arides et secs jusqu'à des climats plus humides, des climats montagnards, même des climats froids pour les montagnes turques. Mais une grande constance, c'est un climat où on a des périodes de sécheresse assez longues, tout l'été est assez sèche, et des sécheresses qui sont récurrentes, qui reviennent un peu comme les 7 années de vaches grasses et les 7 années de vaches maigres de la Bible. On a des grandes sécheresses. Donc il faut stocker de l'eau. Alors on a de l'eau qui se stocke naturellement dans le sous-sol, ou de l'eau qu'on est obligé de stocker à la surface dans les barrages. Alors dans le sous-sol, les grands endroits où l'eau peut se stocker, donc les grands bassins sédimentaires, sont plutôt du côté du Sahara, et donc ont été alimentés à des époques où le climat était plus humide et où il y avait beaucoup plus d'eau. Maintenant, c'est une ressource minière, ce sont de grandes réserves d'eau, mais des eaux fossiles. Donc il nous reste de l'eau dans les montagnes et des eaux de surface quand il pleut. Donc des fleuves qui peuvent venir d'ailleurs, donc qui sont alimentés soit dans des régions beaucoup plus humides, c'est le cas du Nil qui vient des hauteurs d'Éthiopie et qui a traversé le Soudan, des autres qui arrivent des montagnes d'Asie, le Tigre et l'Euphrate, ou bien des fleuves qui prennent leur eau dans la région méditerranéenne, mais dans les grandes montagnes, donc celle de l'Atlas ou celle du Liban ou de l'anti-Liban. Dans la photo suivante, on regarde un petit peu l'état des ressources en eau. Alors l'état des ressources en eau dans le bassin méditerranéen, nous sommes actuellement un peu plus de 350 millions d'habitants autour du bassin méditerranéen. Nous serons 550 en 2025. À l'époque romaine, on était à peu près 1 million autour du bassin méditerranéen et cette même ressource, on doit se la partager. Les Nations Unies nous disent qu'au-delà de 500 mètres cubes par an et par habitant, c'est un frein pour un pays de se développer. Un frein au développement. Voilà, un frein au développement des pays. Alors on voit que déjà aujourd'hui, plusieurs de ces pays sont au-dessous de ce seuil, puisque la Jordanie ou Israël sont à moins de 400 mètres cubes par an et par habitant, que des petits pays avaient déjà atteint ce seuil dans les années 50, mais qu'en 2025, pratiquement tous les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient seront en dessous de ce seuil. Donc il faudra trouver de l'eau un peu ailleurs. Sur la figure suivante, c'est un petit graphique qui nous montre la consommation actuelle, donc en bas, par an et par habitant dans chacun de ces pays, et en haut, le pourcentage de cette consommation qui est prélevée sur des ressources renouvelables, les autres étant trouvées ailleurs. Alors quand il s'agit d'Israël ou de la Jordanie, ces ressources sont des eaux salées. On va garder le tableau, s'il vous plaît, juste le temps de la démonstration. Merci. Voilà, alors donc je vous disais sur ce tableau, on voit pour l'ensemble des pays, en bas, enfin des pays du pourtour méditerranéen, la ressource en eau par an et par habitant. Vous voyez que la Grèce, où il y a beaucoup de neige, est un pays où il y a beaucoup d'eau. La Libye, par contre, c'est... La Libye n'a pas beaucoup d'eau. Et en haut, les barres montrent la consommation de ces pays, enfin le pourcentage qui est prélevé sur des ressources renouvelables, c'est-à-dire celles qui sont directement dans le cycle de l'eau rapide. Les autres, lorsque ça dépasse 100%, comme pour la Libye, pour Israël, pour la Jordanie, il s'agit soit de ressources en eau que l'on prélève soit dans la mer par dessalement, ce qui est le cas pour Israël ou pour la Jordanie, soit de l'eau qu'on réutilise après, enfin donc des eaux qu'on a déjà utilisées dans les villes
et qu'après épuration, on les réutilise, ou c'est comme le cas de la Libye, des eaux qui sont puisées directement dans des ressources fossiles. Alors on verra demain dans la conférence les problématiques d'utilisation de ces eaux fossiles. Voilà, pour terminer, bon, comme vous voyez que la ressource n'est pas importante, qu'on ne pourra toujours pas l'augmenter, il va falloir plus gérer la demande en eau que gérer la ressource, puisque la ressource est limitée. Donc il faut voir où est-ce qu'on peut faire des économies d'eau, puisqu'il va falloir faire des économies d'eau et réutiliser d'eau. Alors l'agriculture est le premier consommateur d'eau. Une politique pour que chaque pays soit autosuffisant alimentaire a fait qu'on a poussé l'agriculture à irriguer pour produire plus. Donc, suivant les pays, ça peut aller jusqu'à 80, voire plus, 80% de la ressource. Il faut voir aussi qu'il y a une très forte demande en eau pour les villes et surtout en été avec le tourisme. L'été, le bassin méditerranéen est la première destination mondiale pour le tourisme. Et c'est là où on a besoin, enfin, au moment où il y a le moins d'eau, donc l'été, où on en a besoin le plus pour les piscines. Donc et tout le monde l'avait en même temps. L'agriculture, les piscines, l'eau, les touristes. Le développement urbain aussi tout autour de la Méditerranée se fait à côté des côtes, les grandes villes. Actuellement, on peut dire que pratiquement de Gaza jusqu'à Tripoli, c'est une seule agglomération. Et ces villes donc, sont alimentées par les eaux qui arrivent soit des montagnes, soit même en Libye du Sahara. Et après, elles sont rejetées à la mer souvent pas propres. Mais même si on voulait les réutiliser en agriculture, il faudrait les renvoyer vers l'intérieur, donc les faire remonter. Et on n'a pas l'énergie pour le faire. Pas encore, en tout cas. Pas encore. Bon, merci beaucoup. Alors, on va voir maintenant comment il faut gérer cette eau, puisqu'apparemment, il en reste assez, mais plus tellement. Et on va être de plus en plus nombreux à en vouloir de plus en plus. Donc là, c'est vous, Monsieur Stevens, qui allez un petit peu nous expliquer comment est-ce qu'on peut aborder aujourd'hui ces problèmes de gestion. Je rappelle, effectivement, vous avez parlé de l'explosion des cultures irriguées. Depuis 1970, il y a une augmentation de 70% des cultures irriguées dans le monde. C'est pour vous donner une idée du boom. C'est absolument démentiel. Il y a par ailleurs beaucoup de terres fertiles qui sont soit noyées par comme en Chine, le barrage des Trois Gorges. Il y a 2400 mètres carrés de terres fertiles qui sont perdus par an en Chine. C'est absolument énorme. Donc ça veut dire aller dans d'autres endroits, recréer des travaux d'irrigation. Enfin, c'est un cycle pas du tout vertueux non plus. Donc comment est-ce que nous, on va essayer de faire pour faire au mieux avec ce qui reste? Parce que c'est un peu la maxime de cette soirée d'après-midi. Faisons au mieux avec ce qui reste. Le monde, la Méditerranée, la France, la pince n'est pas très solide, ne sont pas du tout placés à la même enseigne. Pardonnez-moi voilà. Ne sont pas du tout placés à la même enseigne. On a entendu des chiffres tout à l'heure. Pour tout méditerranéen, beaucoup de ces pays vont être soumis à moins de 500 mètres cubes par an et par habitant, qui est le seuil de capacité de développement. Sur ces 500 mètres cubes, on l'a dit, 60-80% d'agriculture. Lorsqu'il y a d'industrie, 20-25%, selon le développement du pays. La partie alimentaire, la partie consommation, la partie urbaine, comme vous la citiez tout à l'heure, se promettent entre 5 et 10% de cet ensemble. Alors je vous rassure tout de suite pour le court terme, ce que je connais, c'est-à-dire qu'après-demain je ne suis pas certain, la ressource française c'est de l'ordre de 3000 par rapport à ce 500 que nous évoquons. 3000 mètres cubes jour habitant dans le cycle renouvelable rapide, la pluie, les rivières, les nappes souterraines, le retour à la mer. Donc, pour l'instant, le côté français apparemment va bien, mais, et c'est un peu partout vrai dans le monde, l'eau est très mal répartie. Et l'eau a une particularité extrêmement gênante, contrairement à l'électricité, contrairement à la donnée informatique. L'eau n'est pas compressible. Vous le savez bien, une bouteille d'eau, quand elle est pleine et fermée, on n'arrive pas à l'écraser, ce qui signifie que pour la transporter, on ne peut pas diminuer son volume. Comme en plus de ça, l'eau, c'est lourd, 1 tonne par mètre cube, ça met en jeu tout de suite des infrastructures extraordinairement lourdes pour la placer d'un point à un autre.
Et si on regarde un petit peu l'histoire de nos grandes villes, prenons Paris, prenons Marseille, Londres un petit peu avant nous, on constate que, c'est vrai que l'intelligence se nourrit de la contrainte, on constate qu'au milieu du 19e, à la suite de différentes épidémies de choléra, qui ont été très meurtrières, y compris à Marseille, on s'est rendu compte qu'il fallait donner à boire aux gens des eaux qui n'étaient plus polluées par les latrines, par les puits d'absorption qu'on pouvait avoir un peu partout en ville, et qu'il fallait amener de l'eau de qualité de l'extérieur. Donc ça, c'était le premier travail, prendre l'eau de qualité là où elle était, ici c'était l'Uvonne, et l'amener par des aqueducs à la méthode romaine vers les centres-villes. Dans le même temps, et cette histoire est intéressante parce qu'elle nous préfigure ce qu'on pourra faire plus tard. Et dans le même temps, les caniveaux qui étaient à ciel ouvert pour évacuer les eaux usées, et bien sûr porteurs de toutes les maladies qu'on peut imaginer, ont été enfermés dans des tuyaux sous la voie, ce qui permettait d'être la première ossature de services d'assainissement. Alors curieusement, tout ça, c'est pratiquement sous Napoléon III que tout est apparu, avec Eugène Belgrand à Paris, avec Franz Mayer de Montrichet à Marseille, et tous les grands travaux ont été faits à cette époque-là. Ensuite, il a fallu se rendre compte que les eaux qu'on ne prenait pas très loin des villes, petit à petit, étaient rattrapées par l'urbanisation, et c'est toujours vrai aujourd'hui dans les petites campagnes, on en reparlera, moyennant quoi il fallait trouver de l'eau de qualité un peu plus loin. Et Dieu merci, au début du siècle précédent, vers 1900, on a appris à mieux corriger les éventuelles mauvaises qualités de l'eau, des filtres à sable, filtres biologiques, et oui déjà. C'est-à-dire que sur le sable, on laissait pousser naturellement des films biologiques qui épuraient un petit peu l'eau. Et en plus de ça, entre-temps, on avait trouvé le chlore, on avait surtout trouvé l'eau de Javel, l'eau des blanchisseuses du quai de Javel, très exactement. Ah, ça vient de là, l'eau de Javel. Oui. Et on était capable de désinfecter, c'est-à-dire de tuer les bactéries les plus nocives et les moins banales de l'eau, notamment celles qui viennent de l'activité humaine, pour éviter cette chaîne morbide de choléra, etc., etc. Donc, une évolution technique, mais qui s'est toujours centrée autour des pôles d'activité. J'ai des besoins en eau, il faut que les gens boivent, il faut faire la cuisine, il faut faire la toilette. Aller chercher l'eau pas trop loin, parce que l'eau n'est pas facilement transportable, encore une fois. On connaît les grands échanges européens en matière d'électricité. Je crois que l'électricité va vraiment d'un bout à l'autre de l'Europe aujourd'hui, et en plus à la vitesse de la lumière. Par contre, en ce qui concerne l'eau, les plus grandes infrastructures qu'on connaisse en Europe, c'est 200 km entre le Bodensee, le lac de Constance et Stuttgart et le nord de Stuttgart. C'est à peu près tout ce qui existe là. Les grands projets aujourd'hui dans le monde, c'est la Tunisie qui regorge d'eau dans la partie nord, mais n'en a pas beaucoup dans la partie sud et qui tire de grands filaires. Mais ça ne va pas très loin. Ce n'est pas avec de l'eau de Provence qu'on alimentera le Sahara très souplement ou très simplement, sauf à trouver des techniques nouvelles de pose de canalisation. Donc, les problèmes d'urbanisation... Le pétrole traverse le monde et c'est lourd aussi. Le pétrole traverse le monde et c'est lourd aussi. Alors, c'est pas le même prix, mais... Le pétrole, voilà, a une toute petite différence, c'est que l'économie du pétrole n'est pas tout à fait la même. Pour l'eau, au-delà de $1 de coût de production, ou €1, puisqu'on n'est pas très loin l'un de l'autre, on commence à trouver que c'est cher. Pour le pétrole, j'ai entendu parler de prix qui fraisaient les 50 il n'y a pas très longtemps, et c'était le baril. Donc, on n'était pas encore rendu au mètre cube. Oui, donc c'est une question de sous, c'est pas une question de... C'est une question de coût. Le mot sous est quelquefois pervers. Donc, les problèmes d'eau ne sont pas si simples. Nous avons la chance, dans beaucoup de nos régions, d'avoir eu des ancêtres prévoyants qui ont été chercher l'eau où là, elle était directement potable. Allez, quelques corrections, tuer quelques bactéries, enlever quelques limons. L'eau de Marseille, vous le savez, vient de la Durance, via le canal usinier EDF. 84 km de canal, et le tout arrive dans la région marseillaise. Et on dessert 1 million d'habitants avec ça, avec une très jolie sécurité. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas trop de problème. Cela dit, soyons raisonnables, même s'il y a de l'eau dans la Durance, même si nous pensons que l'avenir n'est pas trop inquiétant pour le moment, il nous faut penser qu'un jour, il pourrait y avoir des difficultés. Donc, commencer d'imaginer ce que d'autres, sous la contrainte, ont dû faire depuis longtemps. On a cité Israël tout à l'heure, le Japon également. Essayer de voir comment on est capable de mieux utiliser l'eau. Alors, avant de parler de la consommation urbaine, revoyons l'agriculture. On a dit l'agriculture, 70% des besoins en eau, parce qu'il faut arroser les plantes. Certes,
Mais il y a différents modes d'apport d'eau. L'irrigation traditionnelle a une efficience de 30-40%, c'est-à-dire que la plante récupère, après l'évaporation, après tout ce qui s'est disséminé dans la nappe, récupère 30-40% de l'eau pour ses propres besoins, c'est-à-dire qu'on a perdu 60%. Le goutte à goutte, ça va déjà mieux. On passe les 50% d'efficience, 55-60%. Et regardez, en Israël, pratiquement toutes les cultures sont maintenant alimentées en goutte à goutte. Et puis, les gens qui étaient contraints par l'urbanisme et les maigres ressources en eau, parce qu'il y a des immeubles partout, c'est difficile de faire un forage de bonne qualité, se sont souvenus que nos grands-mères, et si vous avez la mémoire aussi longue que la mienne, vous vous souviendrez qu'en milieu rural, l'eau qui avait servi dans la bassine à laver les légumes, on ne l'achetait pas. On allait la mettre dans le jardin sur les légumes suivants, de façon, au fond, à réutiliser une eau, partiellement dégradée, certes, mais encore utilisable à un autre usage. Et ça, c'est une des réflexions qui nourrit beaucoup d'urbanistes et beaucoup d'ingénieurs en ce moment, qui est, au fond, pour des raisons de salubrité et de sécurité, on n'a qu'un réseau dans les villes, parce que 2 réseaux, c'est très cher. Donc, dans ce réseau, on ne peut mettre que de l'eau potable, de l'eau que l'enfant pourra consommer. À Paris, il y a un siècle, il y avait 2 réseaux, un d'eau de Seine, un d'eau potable traitée, filtrée, et dans les cours, il y avait les 2 robinets. Et puis les enfants buvaient n'importe quel robinet, parce que même si c'est écrit au non potable, quand on a 3 ans, c'est pas tellement parlant. Donc, en gros, il y a une 50aine d'années, on a supprimé ce réseau public d'eau non potable, parce que ça a amené des catastrophes, notamment chez les jeunes enfants. Et on a néanmoins essayé de penser à la manière d'utiliser l'eau, même s'il n'y en a qu'une qualité, de façon à ce que soit on ne met pas la bonne qualité et sur place, il faut produire la bonne qualité. C'est le 2e robinet. Les expériences ont été faites. On amène une eau de moyenne qualité, on met un filtre sur le robinet où on boira. On peut faire ça avec du charbon actif et il y a des tas de techniques pour cela. On y arrive, mais aussi, là, danger, si on prend de l'eau brute, on peut tomber malade. Autre solution, ce sont les Japonais qui ont commencé. Il y a quelques essais sur des immeubles parisiens qui consistent à se dire, mais au fond, il y a des eaux dans la maison qui n'ont pas du tout besoin d'être de bonne qualité. Et si je pense qu'on appelle les eaux grises, les eaux du lavabo, les eaux de la salle de bain, pas les eaux vannes. Les eaux grises, avec une filtration pas sommaire, mais pas très élaborée, du sable, il n'y a même pas besoin d'aller au diatomée. On récupère une eau qui est à peu près transportable dans les canalisations et qui peut aller dans la chasse d'eau. Elle leur a servi 2 fois dans l'appartement. Il y a déjà une belle économie, parce que finalement, la chasse d'eau consomme beaucoup plus que vous et moi. Une chasse d'eau, c'est la consommation individuelle d'une journée. Ça fait 7 litres pour boire, pour laver les légumes, faire le café, etc. Donc, voilà une possibilité d'optimiser l'utilisation de l'eau. Et je pense que les recherches futures viseront. Et les machines à laver le linge en que circuit fermé, Pardon et les machines à laver le linge qui reviendraient, comme ça il y a déjà de la lessive C'est de dedans. l'eau grise, oui. Là, nous sommes carrément dans les eaux grises. Alors, faire attention si les phosphates peuvent aller dans la chasse d'eau sans poser trop de problèmes. Oui, sans doute. Encore que les phosphates, on essaie d'en Donc trouver de moins réutiliser l'eau en moins. plusieurs fois en fait. Réutiliser l'eau plusieurs fois, eau grise, eau vanne peut-être agriculture après un pré-traitement. Il y a des circuits, alors là on est presque en circuit fermé, partiel. Il y a des circuits ouverts qui existent en France à l'échelle largement industrielle. Je pense à Dunkerque, je pense à l'ouest de la région parisienne, où on prend l'eau de la Seine, qui n'est pas d'excellente qualité a priori, et on la prend l'hiver, parce que l'hiver il y en a. On la traite sommairement, on la traite avec une filtration, une décantation correcte, mais on ne la stérilise pas. C'est-à-dire qu'on ne la désinfecte pas, on ne met pas de chlore, on ne met pas d'eau chaude. On la réinjecte dans la nappe, au travers d'anciennes grévières qui permettent un contact vers la nappe alluviale de la Seine. Et cette eau se stocke dans la nappe tranquillement au printemps. Et l'été, même si la Seine est très basse, on retrouve cette eau filtrée naturellement par le terrain, donc le milieu naturel a fait son effet, et on parvient ainsi à stocker de l'eau dans le milieu naturel. Voilà une autre voie qui permet de passer les bosses été-hiver, le fameux Réguler cycle de la l'eau, demande. peut-être couvert sous cette forme-là. Les fameuses sources d'eau sous-marine, je crois qu'il y a des travaux en ce moment, pas très loin, de captation de sources d'eau sous-marine. Est-ce que enfin peut-être pas pour nous, Refrançais, qui avons de la ressource, mais par exemple pour nos voisins d'en face qui sont un petit peu plus en demande? Pour nous qui avons la ressource, j'ai essayé de faire preuve d'humilité tout à l'heure en disant aujourd'hui je sais qu'il y a de l'eau, demain je ne sais pas si la ressource sera toujours utilisable. Après tout, je ne sais pas ce qui peut se passer. Et puis elle sera Il y peut-être aura commune de toute façon. Un vilain accident industriel sur telle ou telle rivière.
Bon, c'est pas envisageable, Dieu merci, compte tenu des contrôles qui sont faits. Mais, après tout, la précaution consiste d'abord à réfléchir. Il existe effectivement des résurgences en Méditerranée. Malheureusement, elles sont pratiquement toutes sous la surface de la mer, tout simplement parce que la Méditerranée, depuis 20 000 ans, est montée de 150 mètres. Alors à l'époque, sans doute, ces résurgences étaient-elles au niveau de rivières aujourd'hui. Aujourd'hui, elles sont complètement noyées. Alors, des tas d'essais ont été faits qui consistent, il y en a une tout près, à Portmiou, très exactement, près de Crécy. Des essais ont été faits qui consistent effectivement à aller coiffer la résurgence pour récupérer l'eau douce, qui, comme chacun sait, est un petit peu plus légère et porte moins que l'eau salée. Ça marche pas mal, la grande tulipe au-dessus de la résurgence. Un de nos amis tout à l'heure disait qu'on était parvenu, dans certains cas, à descendre à moins de 1 gramme de sel par litre. Ça commence à être supportable et ça commence à être du domaine correctible pour le technicien. Ce genre de problème se pose pratiquement sur les 3/4 du pourtour méditerranéen, avec de très gros exemples en Syrie en particulier. Même les pêcheurs, lorsqu'ils sont en mer, se rendent compte que le bateau devient lourd au moment où il passe dans la zone d'eau douce, parce qu'il s'enfonce un petit peu sans doute. Et des travaux sont en cours ici et là, en Syrie comme en France, comme en Grèce, pour essayer soit de capter l'eau lorsqu'elle sort en mer, mais c'est un peu difficile parce qu'au moment où elle sort en mer, en fait, elle a été déjà en contact au travers des différentes diaclasses du karst avec l'eau douce. Tout ça, c'est pas simple. Alors, les idées actuelles consistent à faire appel à des géologues, des spécialistes du karst, justement, pardonnez-moi, de façon à essayer de comprendre où passe cette eau, parce qu'elle passe bien quelque part, et comme le karst n'est pas un milieu continu, on sait bien qu'elle passe dans des endroits préférentiels où on pourrait peut-être la capter à terre, avant qu'elle soit touchée par le milieu marin, et c'est une série d'essais qui sont faits actuellement, qui sont sans doute assez prometteurs, de façon à ce que l'on puisse disposer, en dehors des eaux de surface, d'une ressource permettant de garantir à la région des capacités d'alimentation en eau de crise. Bon, on va vous laisser reprendre votre souffle et peut-être donner la parole à la salle avant d'aller faire un tour sous la biosphère. Est-ce qu'on peut peut-être allumer un tout petit peu la salle parce qu'on est vraiment très loin. Voilà. Ah, bonjour, vous êtes encore là. Allez, on se réveille, bonjour. Voilà. Alors, qui veut une question? Oui, monsieur, allez-y. On vous entend pas, monsieur. Est-ce qu'on pourrait donner un micro à ce monsieur, s'il vous plaît? Allô? Y a-t-il un micro? Ah, voilà. Monsieur nous rappelle qu'à Corsiou, il y a deux... Ces malheureux pêcheurs de Morgiou, ils ont été obligés de partir parce qu'on a épuré l'eau du grand émissaire et il n'y a plus de poissons. Alors, est-ce que vraiment l'eau du grand émissaire de Marseille polluait la mer à un point tel, parce que les coliformes dans l'eau de mer, ça ne tient pas le coup bien longtemps, à condition de le mettre suffisamment loin et suffisamment profond. Donc, ce n'est pas évident que ça soit une très très bonne chose. Parce que vous avez dit qu'il fallait nourrir la mer. Eh bien, le grand émissaire de Marseille nourrissait la mer. C'est amusant votre remarque, monsieur, parce qu'il n'y a pas très longtemps, avec un collègue de la section Manger, nous avons évoqué ce sujet. Effectivement. Oui. Je vais le prendre à la main, ce sera plus simple. Bravo, voilà, de l'action. Lorsqu'il y a eu cette alimentation directe de la mer par l'émissaire de Corsiou, Corsiou c'est en fait l'ensemble des grands émissaires de Marseille qui convergent là, à l'ouest de la calanque de Sormiou. Et bien sûr, il y avait énormément de petits poissons tout autour parce qu'il y avait beaucoup de nutriments, les nutriments étant ceux que l'activité humaine avait relargués dans les égouts. Ce n'est pas le technicien, d'abord, je ne représente pas ni la ville de Marseille ni la communauté urbaine, mais ce n'est pas le technicien qui doit dire si c'est bon ou pas bon de polluer la mer avec des coliformes qui disparaissent effectivement au bout de quelques jours, quelques semaines peut-être, ça dépend des courants. Cela dit, j'observe que dès qu'on trouve quelques coliformes sur les plages de Marseille, on les ferme. Donc, quelque part, il faut peut-être raison garder et garder quelques prudences. Les normes ont été édictées qui nous disent qu'il ne faut pas rejeter en mer quelque chose qui soit plus nuisible à la vie piscicole notamment qu'un rejet normal de rivière. Les techniciens en ont tenu compte et effectivement non seulement ont corrigé dans un premier temps par le traitement physico-chimique
une grosse partie de la pollution qui était émise par Marseille, il en part encore, et c'est pour ça qu'une station biologique est en cours de construction en ce moment, qui va pousser encore plus loin l'affinage de l'eau, moyennant quoi les petits poissons qui se nourrissent là devront aller ailleurs, peut-être sur le Rhône, je ne sais pas, à moins qu'on puisse faire de l'aquaculture spécialisée dans le poisson de roche, je ne sais pas si c'est possible. On respecte les règles qui sont édictées, cela dit, il faut savoir qu'il doit y avoir 35 stations d'épuration importantes autour de la Méditerranée. Je parle de bonne importance, comme celle de Marseille, de Nice, etc. Et il n'y en a pas beaucoup qui marchent très bien. Donc il faut quand même être un petit peu prudent et essayer de faire en sorte que l'on n'apporte pas à la mer ce qu'elle ne sera pas capable un jour de digérer proprement. Je crois que Nardo Vicente a très envie d'intervenir. Je vais ajouter un mot simplement. C'est que dans le premier exposé, on a détruit une partie de ma cosmogonie de la mer, parce que quand j'étais gamin, on me disait que la mer ne débordait pas quand les fleuves se versaient dedans, parce qu'il y avait des éponges. Et qu'il ne fallait pas... C'est joli. Et qu'il ne fallait pas polluer la mer, parce que ça tuait les éponges. Alors, qu'en est-il de ça? C'est plus vrai ou... Je crois que c'était très joli. On ne va pas vous détruire vos rêves de Méditerranée. On va peut-être donner la parole à Nardo Vicente qui trépigne sur les stations d'épuration. Je crois que c'est son dada depuis 30 ans. Il y a peut-être une communication, un scoop scientifique. Merci. Je voudrais compléter la réponse. Monsieur, s'il n'y a plus de poissons à Cortiou, c'est parce qu'il n'y a plus de matière organique. Et le milieu que nous connaissons bien depuis 50 ans, avec les océanographes marseillais, a été dégradé au cours du temps par tous ces rejets d'eau usée sans aucune épuration. Aujourd'hui, nous avons une station d'épuration. Elle fait ce qu'elle peut. L'épuration, ça n'est pas la panacée. Mais mieux vaut une épuration, si minime soit-elle, que pas d'épuration du tout. Mais ça n'est pas suffisant. La Méditerranée a une spécificité que les directives européennes ne prennent pas en compte. C'est un plateau continental très étroit. Et c'est sur ce littoral très étroit que se manifeste en temps normal le maximum de vie. Cette vie a été dégradée, les écosystèmes ont régressé. Si on veut véritablement que l'épuration soit efficace, après l'épuration physico-chimique ou biologique, peu importe, il faut un rejet en profondeur au-delà du plateau continental pour réhabiliter ce littoral où nous vivons et où se manifestent toutes nos activités et également toutes nos pollutions. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Monaco a réalisé la totale en 1989. Décantation biologique, physico-chimique, rejet en profondeur à moins 100 mètres. Monaco, ça n'est pas dans l'Europe. Bon, un droit de réponse. Petit complément pour s'assurer qu'au fond, traiter l'eau qui est rejetée à la mer est sans doute la moins mauvaise des solutions, et je rejoins tout à fait notre ami. Avez-vous lu quelquefois le journal L'été, où êtes-vous allé en Bretagne, du côté de la baie de Morlaix? Le manque de stations d'épuration et l'apport de nitrate par les rivières, que ce soit par les stations d'épuration ou que ce soit le résidu de l'agriculture intensive, s'est traduit par une prolifération extraordinaire d'algues vertes qui quelquefois font des matelas de 30 à 40 cm sur la plage, qui pourrissant au soleil font chasser le touriste beaucoup plus loin. Donc quelque part c'est pas très bon. Bon, monsieur, une question. Oui, c'est un Breton qui vous parle. Ah, je viens de Morlaix. Et je connais bien. Bon, mais justement, je voudrais attirer votre attention sur un chiffre que vous avez cité tout à l'heure, à savoir la consommation de plus en plus énorme des agriculteurs en termes d'arrosage. Et je suis intimement convaincu, et j'en reviens à l'agriculture biologique, qu'à partir du moment où on développe l'agriculture biologique, on sauvegarde la biodiversité du sous-sol immédiat, et la terre elle-même est susceptible de conserver son humidité pour permettre qu'on ne gaspille pas toute cette eau, aussi bien en Bretagne qu'ici. tout à fait, monsieur. Je pense que Je vous rejoindrai en disant vive les zones humides. toutes les civilisations méditerranéennes ont développé depuis très longtemps des techniques de culture pour économiser ces eaux, bon, avec une production peut-être moins importante, mais on peut rejoindre tout à fait votre
votre remarque. Voilà. On va peut-être donner la parole à Michel Descousses qui était tellement patiente sur son canapé. Donc, Alors, en fait, c'est une expérience qui a duré 2 ans. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. Et où effectivement 8 personnes se sont mis dans la situation de recycler tout leur eau, leur air, tous leurs déchets. Et donc la partie eau s'applique à ici. C'est vrai que s'ils polluaient leur eau le soir, ils retrouvaient leur eau polluée le lendemain dans leur thé ou leur café. Et c'est une des leçons les plus brûlantes, disons, de cette expérience qui nous renvoie à nous aujourd'hui. Cette expérience date d'il y a 10 ans. Il a fallu 30 ans pour que ce groupe fasse des projets dans le monde entier, 20 ans, et puis rassemble tout son savoir-faire et le mette dans cette espèce de laboratoire qui était une espèce de métaphore de la Terre. Et entre 91 et 93, donc 8 personnes ont vécu 2 ans à l'intérieur. Et maintenant, c'est encore plus crucial que les résultats qu'ils avaient donnés il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'on sait que les effets vont être immédiats, qu'on a très peu de temps devant nous pour redresser la barre. Et eux se sont mis dans les conditions d'un laboratoire où, s'ils ne prenaient pas en compte leur végétation, ils ne pouvaient pas avoir des arbres ou des plantes qui absorbaient le gaz carbonique pour le recycler en oxygène. Donc ils étaient totalement interdépendants. Donc on a pris cet exemple pour l'eau. Moi je peux vous expliquer les systèmes d'eau beaucoup plus à fond. C'est un peu technique. un tout petit peu. Mais Un petit peu quand même. pour montrer la rapidité des cycles, mais à travers cette rapidité des cycles, ça nous renvoie, nous, à la rapidité de ce qui se passe aujourd'hui et de la dégradation. Je viens de terminer un film sur les récifs coralliens et un bateau qui a été construit par ce groupe aussi et qui essaye de participer à la restauration des récifs coralliens. Et les récifs coralliens, pour 80%, sont dégradés, sont en train de mourir. Le bateau, depuis 15 ans, explore toutes les côtes. Et c'est épouvantable l'état des récifs coralliens. Et de la population de poissons qui se nourrissent tout autour et qui est la plus grande biodiversité. Donc, c'est l'urgence qui est soulignée dans ce film. Parce qu'ils se sont mis, eux, dans une situation d'urgence où, comme la Terre, plus aucun ajout extérieur ne pouvait être apporté. Cette bulle était fermée à tout apport de matière. Elle était ouverte, bien sûr, à l'énergie solaire. Elle était ouverte à l'information, ils pouvaient communiquer. Moi, je les appelais, on échangeait des emails, etc. Mais aucune matière n'arrivait, donc il fallait qu'ils recyclent vraiment tous les déchets. Comment ils recyclent l'eau si vite? L'eau, il y avait des systèmes extrêmement complexes. Il y avait aussi, ça dépendait si c'était l'eau potable, l'eau pour l'océan, l'eau pour les marais, l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'habitat. Il y avait des tanks séparés. Mais ils utilisaient aussi quelque chose dont ils sont les propagateurs maintenant. Ce n'est pas les inventeurs de ça, mais ils ont fait un système qui est formidable, qui s'appelle Wastewater Garden. Ils utilisaient les plantes pour purifier leurs eaux. Et ils ont développé des systèmes, maintenant ils l'ont installé au Mexique, ils l'installent dans des tribus aborigènes en Australie, ils l'installent en Pologne, maintenant dans les pays de l'Est. Un des bénéfices de cette expérience, que moi je trouve le plus beau, c'est ça. C'est le recyclage de l'eau par les plantes. Oui, expliquez un peu plus en détail, si c'est possible. Alors, c'est des bassins. Si on ne veut pas utiliser, par exemple, pour dépolluer les eaux, il faut de l'électricité. On peut utiliser aussi des ressources fossiles, des produits chimiques, etc. Quand on ne veut pas du tout utiliser ça, on fait des bassins assez simples à faire avec des systèmes de gravier, de drains, de tuyauterie assez simples. Et on plante une biodiversité de plantes qui absorbent les bactéries faisant aussi leur fonction, qui absorbent les pollutions. Et ces gens-là ont étudié des plantes très très précises. Qu'est-ce qu'elles absorbent? Il y en a qui absorbent même des produits chimiques, des toxiques très lourds. Et alors non seulement c'est beau à regarder, en plus c'est souterrain, le gravier est au-dessus, donc il n'y a pas de...
il n'y a pas de mauvaise odeur, etc. C'est beau à regarder, mais il peut y avoir des fruits, des papayes, etc., dans les pays tropicaux dont on peut se nourrir, du fourrage pour les animaux, et l'eau est recyclée. Donc, le sous-sol, ça marchait comment? Au sous-sol, il y avait un centre énergétique à l'extérieur. Il y avait, bon, ils ont voulu faire énergie solaire, ça aurait été, à l'époque surtout, maintenant il y a eu des recherches plus poussées. Quand ils ont fait les plans de la biosphère, c'était dans les années 84-85. Quand la biosphère a commencé à être construite, c'était en 89. Donc, la partie, ils voulaient faire par énergie solaire, absolument impossible. Ça aurait été des millions et des millions de dollars. Et puis, il y avait des systèmes pas encore assez au point. Donc, il y avait un centre énergétique à l'extérieur. Ça, c'est vrai. Effectivement, il y a un cycle de l'eau qui est parfaitement maîtrisé, un cycle de l'oxygène, du gaz carbonique qui l'est également. Mais par contre, ça demande énormément d'énergie qui vient de l'extérieur. Et si... Non, énormément. Et puisque vous avez parlé d'énergie solaire, je me rappelle d'une publication parmi la polémique qui disait qu'il aurait fallu qu'il y ait à peu près 50 fois la surface en panneaux solaires de la biosphère 2 pour produire l'énergie solaire nécessaire au fonctionnement. Ça, mais c'était impossible. C'était impossible. Cela dit, monsieur, si l'énergie vous intéresse, sur les maisons qui peuvent être autosuffisantes en énergie, je vous conseille d'aller voir le site de Rocky Mountain Foundation sur Internet. C'est probablement ce qui est le plus abouti aujourd'hui. C'est un laboratoire où ils vivent à 20 dedans et ils consomment moins qu'une ampoule électrique. Et lorsqu'il y a des coups de blizzard l'hiver, les secours, les pompiers ou les SAMU vont recharger leur talkie-walkie chez eux parce qu'ils ont toujours de l'énergie. Le site est assez étonnant. Je ne dis pas que cette expérience était parfaite. Ils ont fait des erreurs. Ils n'ont pas recyclé tout leur air. Ils ont eu des problèmes avec le gaz carbonique. Ils ont dû, dans les 2 derniers mois, réinjecter de l'air extérieur. Mais je trouve que c'était une tentative exemplaire pour montrer que si on n'est pas les gardiens de notre planète, eux se mettaient dans une situation où ils étaient responsables de tout, y compris de réparer tout ce qui n'allait pas techniquement. Ils étaient 8, et ils étaient agriculteurs le matin, ils produisaient leur nourriture, ils étaient scientifiques, et à quelque part, il va falloir bien un jour qu'on soit aussi assez polyvalent face à tout ce qui se passe. Est-ce que si on avait arrêté leur énergie, leur source d'énergie, ils auraient eu le même problème d'émissions de gaz carbonique? Si on avait... Si on avait arrêté les... C'était eux qui le produisaient. C'était eux qui produisaient leur gaz carbonique. Non. Mais je crois que votre formule était très intéressante, de dire qu'eux, les 2 derniers mois, ils ont ouvert une trappe. Nous, sur la Terre, on n'a pas de trappe. Ils ont réinjecté ça, notre gros problème. de l'oxygène parce qu'il y avait des soubassements en béton qui absorbaient l'oxygène de l'air. Et puis aussi, à un moment, il y avait comme ils recyclaient tous leurs déchets, ça a fait énormément d'une population bactérienne qui absorbait aussi l'oxygène. Mais c'était une expérience. C'était des pionniers. Tout n'a pas marché, mais déjà pour faire cette bulle, il fallait déjà avoir une approche holistique de l'écologie, ce qui était assez rare il y a 20 ans. Pour mettre des espèces à l'intérieur de la bulle, il fallait savoir qui mange qui. Alors, il y a eu des histoires croquignolettes, par exemple, il fallait choisir des termites pour recycler, pour dégrader les matériaux, servir d'omnivores. Voilà. Et on s'est aperçu que ces termites choisis mangeaient le mastic entre les... Donc il a fallu étudier pour sélectionner 3800 espèces. C'est pas facile de remplacer... Alors une autre histoire qui était très étonnante, c'est qu'il fallait choisir des pollinateurs. Pollinisateurs, pardon, c'est le terme anglais. Et ils ont choisi des colibris. Et il y avait 3 sortes de colibris à bec long, moyen, etc., qui mangeaient qui se nourrissaient de certains types de fleurs, à corolle longue, moins longue, suivant qu'ils étaient... Bon, ils ont choisi les colibris à bec moyen et ils ont mis les fleurs en conséquence. Ça, c'était les essais avant que la biosphère ferme. Simplement, cette espèce-là de colibri avait une danse des amours qui les fracassait contre la voûte de la biosphère. Donc, à travers ces essais-erreurs, etc., ils étaient forcés d'étudier vraiment les cycles du vivant, mais dans les plus petits détails et les interactions. Et de même, ils n'avaient fermé aucun des biomes que vous avez pu voir dans le film. Mais c'est vrai aussi pour nous, ici, tout communique.
Donc, toutes les espèces, il y avait une circulation des espèces, etc. Bien sûr, c'est un laboratoire. Ça n'est pas un analogue de la Terre du tout. On peut dire que c'est une métaphore de la Terre. Mais pour construire cette bulle, déjà, il fallait avoir une connaissance des systèmes vivants qu'on était loin d'avoir, puisque l'écologie était très fragmentée. Il y avait les chercheurs sur les fourmis d'un côté, et puis les chercheurs sur les colibris de l'autre. Et en plus, ce qui avait d'étonnant, c'est qu'il y avait des experts internationaux des savanes, de l'océan, etc. Ils étaient bien forcés de parler entre eux, puisqu'ils construisaient la même biosphère. Donc ces gens qui n'avaient jamais rien à voir les uns avec les autres, qui se rencontraient dans des colloques internationaux simplement entre spécialistes du même domaine, pour construire ensemble cette biosphère, étaient forcés de se parler entre eux. Et c'était ça la transdisciplinarité. Il y a 15 ans, ils l'avaient déjà senti, et c'est devenu très important aujourd'hui. En tout cas, la bonne nouvelle pour eux, c'est que quand l'aventure s'est terminée, ils ont ouvert la porte et ils sont revenus sur Terre. Nous, on ne sait pas encore sur quoi on reviendra, si on ouvre la porte qui n'existe pas. Donc, on reviendra au bon vieux précepte, faisons au mieux avec ce qui reste. Voilà, je pense qu'on va en rester là, on va libérer nos intervenants. Il y a une petite pause de 30 minutes et puis après, le programme continue. Et merci de votre attention.